Bonjour, bienvenue dans ce webinaire du Collège de médecine générale qui est enregistré en différé. Pour une fois, c'est pas un webinaire, un midi du Collège de médecine générale, du CMG, c'est donc en différé. On va vous parler de vaccination, puisque, voilà, comme on le sait, on aurait bien espéré une vaccination massive, rapide de toute la Belgique, mais les événements en ont décidé un petit peu autrement. On doit gérer cette pénurie de vaccins, d'une part, et puis d'autre part, quelques couacs de mise en route de la vaccination. Et donc, on a dû procéder en Belgique comme ailleurs en priorisant d'abord des maisons de repos, puis le personnel hospitalier. Ensuite, on vaccine les gens par âge. Et puis maintenant, on va vous parler de la manière de protéger par la vaccination les sujets les plus fragiles, donc qui ont des facteurs de comorbidité qui fait qu'ils vont être vaccinés dans les semaines qui viennent. Pour cela, on nous a proposé de faire des listes de patients. Nous n'étions pas pour ce système au départ. On aurait préféré que les informations, aussi simples soient-elles, qui concernent la santé des patients, restent dans nos dossiers ou dans ceux de l'hôpital. Mais il en a été décidé autrement. Et donc, on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire vacciner vos patients à risque de 18 à 64 ans selon ce système de liste qui a été établi. Pour cela, il y a deux intervenants. La première, c'est Audrey Bonnelance de la SSMG, dont elle est la secrétaire générale. Et la deuxième personne, ce sera Benjamin Fokker, qui fait partie du département de médecine générale de l'ULB. Et donc, on va commencer par Audrey. Bonjour à toi. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler du processus de sélection, tu peux passer à la dia, en trois dias qui récapitulent ça. D'abord je vous parle des étapes et du principe, ensuite je vous parlerai d'audit et de sélection des patients à risque au sein de nos logiciels médicaux, et je terminerai par la couverture vaccinale et son baromètre. Diapositive suivante, merci. Alors, les développeurs de nos logiciels médicaux ont dû, si vous voulez, en trois étapes, établir les processus de sélection pour les implémenter dans nos logiciels. Pour le 15 février, ils ont dû implémenter des audits diagnostiques. Je reviendrai sur ce concept à la diapositive suivante. Ensuite, ils ont dû, pour demain ou plus tard, nous permettre de sélectionner nos patients à risque. Et vers la moitié du mois d'avril, nous pourrons avoir accès au baromètre de vaccination. Quels sont ces principes de sélection? Eh bien, d'abord, il faut savoir que les patients de 65 ans et plus ont été sélectionnés uniquement sur base de leur numéro national et aucunement par leur facteur de risque ou comorbidité. Ça, c'est important parce qu'on a encore pas mal d'appels de nos patients de plus de 65 ans qui demandent s'ils sont sur les listes ou s'ils peuvent passer devant leur voisin qui est moins malade qu'eux, mais en fait, on n'a rien à faire pour ce groupe-là. Ils sont invités automatiquement en fonction de leur âge. Pour le groupe 18-64 ans, c'est un peu plus complexe. Benjamin vous expliquera plus tard le détail de ces pathologies en fonction des deux groupes d'âge, parce qu'en fait, au sein de ce groupe 18-64 ans, il y a deux sous-groupes, le sous-groupe 18-45 et le 18-44, pardon, et le groupe 45-64. Comment est-ce que se fait cette sélection? La sélection est d'abord centralisée, elle est double. La centralisée, comment ça se passe? Ce sont les organismes assureurs qui, via une série d'indicateurs qu'ils ont dans leur base de données, par exemple des médications chroniques ou via les données qu'ils ont du registre du cancer, vont établir des listes. Ces listes sont faites pour les patients qui ont un DMG ou qui n'ont pas de DMG chez leur médecin généraliste. Donc ça, ou qui n'ont pas de généraliste du tout d'ailleurs. L'important ici, je l'ai noté ici, c'est que les données qui sont à leur disposition datent d'avant le 1er juillet 2020. Voilà, ça c'est peut-être une petite chose à savoir pour la suite de la sélection. Le deuxième grand principe de la sélection, et c'est là qu'on intervient nous généralistes, c'est la sélection décentralisée. Et ça se fait via ces fameux audits et la sélection de patients à risque dans les dossiers médicaux. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus en détail. Qu'est-ce qui est très très important, et on ne saura pas le faire si ça n'est pas établi dans le dossier, c'est une relation thérapeutique active qui est implicite si on a un dossier médical global.
Les médecins spécialistes pourront aussi nous aider à faire ces listes et participeront pour les maladies rares via des concertations avec les associations des patients. Les listes de Nice faites par chacun de ces intervenants seront envoyées à la base de données des codes de vaccination. Donc c'est vraiment un système où tout le monde est complémentaire. Et à partir du 8 avril, les patients qui pensent être concernés par cette phase de patients à risque pourront vérifier s'ils ont bien enregistré comme patients à risque sur deux plateformes, soit myhealthviewer.be ou masanté.belgique.be. Voilà, tu peux passer à la diapositive suivante. Alors, je vous disais que j'allais vous parler des audits, les voilà. Qu'est-ce que c'est un audit? C'est en fait une requête au sein de votre logiciel informatique qui va rechercher des diagnostics qui sont codifiés. Alors, évidemment, ça ne se base pas uniquement sur les listes codifiées, parce qu'il n'y a pas tous les généralistes qui codifient, et c'est bien normal. On fait de notre mieux, mais on n'est pas parfait à ce point de vue-là, et ça n'est pas grave. Les audits qui ont été demandés au sein des logiciels, c'est d'abord le diabète. Donc, par exemple, vous allez cliquer dans votre logiciel sur audit diabète, et votre logiciel il va rechercher via 3 traceurs, médicaments qui sont en lien avec le diabète, des glycémies anormales ou des hémoglobines glyquées plus élevées, et il va vous rechercher tous les patients qui font partie, si vous voulez, de cette liste de patients diabétiques. Il y a aussi la notion, j'ai introduit la notion de patients enregistrés ou potentiels. Beaucoup de logiciels vont aussi vous aider à sélectionner des patients qui pensent qu'ils sont diabétiques parce qu'ils ont repéré une glycémie anormale dans votre dossier médical, mais dont le diagnostic diabète n'a pas été codifié exactement comme il faut pour être repris directement dans la liste des patients enregistrés. Le deuxième audit, c'est l'insuffisance rénale chronique, et là, l'indicateur pointé par les logiciels, ce sera le taux de filtration glomérulaire qui sera égal ou inférieur à 45 ml par minute. Les maladies cardiovasculaires chroniques, à ça, ils ont pris comme traceur les médications des maladies cardiovasculaires. Et au niveau des maladies pulmonaires chroniques, c'est tout ce qui est médicaments, de l'asthme et des BPCO. Alors, hormis ces 4 audits, il vous sera aussi proposé d'appuyer sur un bouton pour sélectionner ces fameux diagnostics de patients à risque. Benjamin reviendra dessus en détail. Il faudra au moins avoir un facteur de risque de faire une forme sévère à Covid-19. Il y aura 2 sous-groupes. Ça s'appelle les groupes prioritaires 1 et 2, et ces listes de Nice seront extraites pour être ensuite envoyées vers les bases de données des codes de vaccination. On peut l'utiliser plusieurs fois. Donc, si vous devez retoucher un dossier d'un patient, ne vous inquiétez pas, il sera possible après de renvoyer des listes plus complètes. Ça se fait à partir de demain. Donc, dès demain, vous pouvez le faire. Vos logiciels, en principe, vous ont donné tous les outils pour être à l'aise par rapport à ces concepts-là. Alors, autre et dernière chose très très importante, la sélection individuelle d'un patient à risque est possible à tout moment. Donc, si par exemple un patient, par erreur, on essaye qu'il y ait évidemment le moins possible d'oubli, mais si un patient est oublié, eh bien ne vous inquiétez pas, il vous contactera et vous pourrez, avec une procédure simple et qui est propre à chaque logiciel, facilement l'ajouter en fait à cette liste de Nice de patients à risque. Du moment, et ça c'est toujours le même principe, que vous aviez un lien thérapeutique avec ce patient. Alors la dernière étape, et ça je vous disais que c'était à partir de mi-avril, c'est le baromètre de vaccination. C'est important pour nous parce qu'une fois que ça va démarrer, on va vouloir savoir, bien tiens, où en est mon patient? Est-ce qu'il a été vacciné? Est-ce qu'il a été invité? Est-ce qu'il a eu sa première dose? Etc., etc. Pour ça, il y a 2 systèmes qui vont nous permettre de facilement le faire, mais ça sera effectif qu'à partir de mi-avril aussi. Via vaccinet.net,
et Vitalink, ou dans notre DMI via l'onglet traditionnel que vous connaissez bien, le Hub. Vous pourrez voir les 3 statuts potentiels de nos patients, soit il a un statut non activé, et là ça veut dire qu'effectivement son invitation n'a pas été envoyée, ou il est désactivé, ou il est activé. Et s'il est activé, là il y a 4 possibilités, soit il est en attente de la première ou la deuxième dose, soit il est vacciné, ou encore il ne s'est pas présenté au centre de vaccination, ou il refuse son vaccin. Ce statut vaccinal sera visible par 2 catégories de soignants de première ligne, les médecins généralistes bien sûr, ça sera visible individuellement dans le dossier de nos patients via les HUP et via les listes d'identification des patients activés non vaccinés. On fera ça quand on interrogera évidemment la base des données des codes de vaccination. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que les listes de ces patients activés non vaccinés vont peut-être nous permettre à un moment donné de les contacter, de les motiver ou de voir si ces patients-là, ils n'ont pas besoin d'une vaccination à domicile parce qu'ils ne sont pas du tout mobiles. Alors, les pharmaciens pourront aussi consulter ce statut vaccinal. Ils auront des pop-up et ils pourront sensibiliser les patients qui ont un dossier pharmaceutique partagé. Voilà, merci. Je pense que j'ai fini. Je cède la parole à Benjamin Fokker qui va vous détailler en détail les fameux groupes et maladies comorbidités. Voilà, bonjour à tous. Donc, tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, moi, je vais vous expliquer. Donc, vous avez bien compris que toute cette sélection des patients à risque est basée sur vos encodages. Vos encodages dans vos DMI. Mais malgré ça, malgré les encodages, il peut y avoir quand même des imprécisions liées à la codification qui est utilisée. Donc, on va d'abord reprendre clairement les 2 groupes de patients à risque. Donc, il y a d'abord les patients entre 45 et 64 ans. Donc, c'est essentiellement des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, comme les maladies cardiovasculaires chroniques, l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle. Des patients qui ont des maladies respiratoires chroniques et des patients qui ont des maladies neurologiques chroniques ou un cancer en cours des 5 dernières années. Et puis, vous avez un deuxième groupe plus large, des patients plus jeunes, mais des patients qui présentent des pathologies sévères, comme une maladie rénale depuis au moins 3 mois, une maladie hépatique depuis au moins 6 mois, un cancer hématologique, donc c'est assez sévère, une trisomie 21, syndrome de Down, des patients transplantés, y compris ceux qui sont en liste d'attente, et les patients qui ont une immunodéficience ou qui sont sous immunosuppresseurs, et certaines maladies rares dont vous pouvez retrouver la liste sur le site du Conseil supérieur de la santé. Donc voilà, vous avez en tête précisément les maladies et on va voir qu'il y a certains aspects de ces critères de sélection qui sont difficiles à identifier pour un logiciel. Donc dans la maladie chronique respiratoire sévère, c'est la sévérité qui pose problème puisque en effet, cet élément de sévérité est très peu documenté au niveau des dossiers médicaux de manière en tout cas interrogeable par les logiciels. Donc le niveau de sévérité pour l'asthme, il est souvent pas enregistré, en tout cas on ne peut pas le rechercher et on va avoir le même problème par exemple avec les cancers de la vessie. Donc vous voyez entre parenthèses, j'ai mis les codes, donc ça veut dire que quand le logiciel interroge vos dossiers patients, il se base sur les diagnostics qui ont été encodés, il ne peut pas se baser sur du texte. Et donc, la sévérité, si elle n'est pas encodée, il ne peut pas la retrouver. Et il y a même certains logiciels, la plupart des logiciels même n'ont même pas la donnée sévérité qui permet d'être interrogé. Donc, il faut savoir que les listes de patients que vous allez obtenir, elles ne vont pas être tout à fait justes, mais on s'est dit c'est mieux que rien et c'est pas grave si on prend des asthmatiques plus légers. À la limite, si vous êtes très rigoureux, vous pouvez les éliminer à la main vous-même de la liste une fois qu'elle est créée.
C'est la même chose pour certains codes qui tiennent compte de plusieurs maladies en même temps, comme par exemple le code R28 qui limite limitation d'activité due à un problème respiratoire, ou le code U99 qui reprend toutes les autres maladies du système neurologique qui n'ont pas un des 98 codes précédents. Voilà, l'exclusion des réactions anaphylactiques pose un peu problème aussi. Parce qu'il y a des différences d'encodage entre logiciels et souvent l'exclusion est un peu trop large, ce qui fait que ça c'était embêtant. On a tendance à enlever trop de patients de la liste initiale. Donc ça a été en fait souvent, ce critère-là n'a souvent pas été utilisé par les logiciels. Je peux passer à la diapositive suivante. Et donc, il y a d'autres éléments qui peuvent altérer la qualité de ces listes. C'est qu'il faut à la fois tenir compte des diagnostics actifs et des antécédents. Donc, des diagnostics passifs, on appelle ça aussi les antécédents. Donc, on sait qu'il y a des différences d'encodage entre les médecins, on sait qu'il y a des différences entre les logiciels. Vous devez savoir ça. On sait aussi qu'il n'y a pas de codification pour les chirurgies. Donc, les patients transplantés, ils sont difficiles à trouver. Il y a des différences entre les logiciels. Et ce qu'on sait aussi, et alors là, il ne faut pas vous étonner, c'est que la plupart des patients identifiés via leurs médicaments seront déjà invités par leur mutualité. Et donc, si vous renvoyez une liste qui reprend de nouveau ces patients-là, ce n'est pas grave. Le doublon va être supprimé dans la base d'invitation des vaccinations avant d'envoyer l'invitation aux patients. Je pense que j'ai tout dit, il me reste peut-être... non, c'est tout. Je vais repasser la parole alors finalement à Christophe. Oui, merci Benjamin, merci Audrey. Donc, voilà, on a essayé, comme vous avez pu le remarquer, d'être le plus neutre possible dans cette présentation, notamment Benjamin qui vous en a donné les limites, qui vous permettent d'être attentif à un certain nombre de points. Mais il y a quelque chose qui est quand même très important qu'ils ont dit tous les deux et que Benjamin vient de répéter, c'est que l'essentiel du travail sera fait par les organismes assureurs. Finalement, les médecins généralistes ne devraient avoir qu'un petit travail d'appoint, de fignolage, de finition pour s'assurer que des patients qu'ils ont sélectionnés par leur logiciel ou auxquels ils ont pensé ou qui se sont fait connaître pourront effectivement être inclus dans ces listes s'ils le veulent, parce que évidemment c'est absolument pas obligatoire pour les patients de se faire vacciner. Ça vous a sans doute pas échappé, ça a été difficile, l'accouchement de ces listes a été assez compliqué. Le CMG et plus particulièrement certaines associations qui font partie du CMG ont demandé des assurances parce qu'on avait beaucoup de questions d'ordre juridique, d'ordre éthique, d'ordre déontologique. Et donc, les autorités dans ces différents domaines nous ont donné des assurances. Il faut savoir que ce sont des assurances, ce ne sont pas des garanties, évidemment. Donc, l'assurance juridique que l'on a eue, c'est qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été établi entre l'État fédéral, les communautés et les régions, parce qu'il faut savoir que la vaccination, c'est de la médecine préventive. Donc, ce sont les autorités sanitaires locales qui en ont la charge, même si évidemment le fédéral est mouillé là-dedans à un moment ou à un autre. On a eu des assurances d'ordre éthique, puisque le Comité national d'éthique s'est prononcé en faveur d'une priorisation envers les plus fragiles dans la mesure où nous sommes dans un moment de pénurie de vaccins qui j'espère ne va pas durer trop longtemps. Et enfin, il y a eu une assurance déontologique et je vous invite d'ailleurs à aller consulter l'avis de l'Ordre des médecins qui a rendu un avis complet mais assez bref finalement et très facile à consulter au sujet du traitement des données relatives aux vaccinations contre le Covid-19 puisque nous avions, nous médecins généralistes et particulièrement vos associations, beaucoup de questions sur l'idée de faire sortir des listes avec des données aussi simples soient-elles de nos dossiers médicaux. Il faut savoir que la seule donnée qui pour l'instant est indiquée sur ces listes, c'est est-ce que le patient est à risque ou non. Il n'y a aucun diagnostic, il n'y a aucun élément diagnostique, il n'y a rien du tout. Il y a son nom, son prénom, son NIS, donc sa date de naissance, et à risque ou pas à risque, pointe à la ligne. Mais ça reste quand même, malgré toutes ces assurances, ça reste quand même une décision à prendre entre un médecin et un patient. Un patient peut tout à fait refuser d'être sur la liste. Les médecins eux-mêmes ont un certain libre arbitre et un certain jugement. Il faut respecter le lien thérapeutique qui unit son médecin à son patient, c'est une évidence. Il faut respecter la loi parce qu'il y a tout un corpus législatif quand même qui est précédent, heureusement d'ailleurs, à tous ces avis et qui sont donnés dans une période de crise avec toutes les questions que ça pose. Et évidemment aussi du RGPD. Sachant que le RGPD
l'AV admet que on puisse être un peu plus souple dans des situations d'urgence. Notre avis étant de dire que l'urgence, elle est relative puisqu'il s'agit de vaccination. Donc, ceci simplement pour rappeler que ça reste quand même une décision essentiellement entre le médecin et son patient dans un but de santé publique. Et justement, puisque on parle de relation entre le médecin et son patient, moi j'ai 2 ou 3 questions à poser et qu'on a mis sur la diapositive suivante. D'abord, c'est les personnes, il y a plusieurs facteurs de risque, il y a plusieurs maladies qui sont reprises, il y a plusieurs tranches de population. Donc, je voudrais savoir s'il y a une priorité de vaccination au sein de la population des personnes à risque. Est-ce que l'un de vous deux, Benjamin ou Audrey, peut répondre à cette question ou donner les précisions par rapport à vos exposés? Je peux répondre. Ou tous les deux, hein. Moi, je laisserai Audrey compléter, bien sûr, hein, parce que il faut que l'information soit complète. Donc, il n'y a pas de priorisation en plus des vaccinations à risque, sauf que les invitations vont être envoyées dans l'ordre des âges décroissants. Et comme vous l'avez déjà constaté jusque maintenant, les entités fédérées ne savent pas envoyer les invitations tout en même temps. Et donc, en général, les gens ne reçoivent pas tous les invitations le même jour. Donc, toutes les listes vont être mises ensemble et puis ensuite les invitations vont être envoyées, je crois, en respectant les âges décroissants. Donc, ça veut dire que si mes grands-parents qui sont dispersés entre la Flandre, Wallonie et Bruxelles, ils ne vont pas être appelés, même s'ils sont des triplés, ils ne vont pas être appelés en même temps, avec les mêmes maladies. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment une répartition régionale et les calendriers, il y a des différences en fait en fonction des régions, clairement. OK. Et alors, j'ai entendu aussi que les patients n'étaient pas appelés par ordre décroissant d'âge, mais par paquet d'âge. C'est-à-dire que ça va être d'abord peut-être, je ne sais pas moi, les 64, 62 ans, puis les 62, 58 ans, etc. etc. Ce qui fait Ouais. que des gens de 59 ans peuvent passer avant des gens de 61 parce qu'ils ont le même paquet. Oui, c'est possible. Ouais. Bon, oui, c'est tout à fait possible. A priori, le moins possible, mais pour rester cohérent, mais oui, c'est quelque chose qui peut arriver. OK. Mais ça veut dire qu'il faut que les gens aient une certaine patience s'ils n'ont pas reçu d'invitation. Mais ça veut dire à partir de quand les patients concernés vont être vaccinés. Je sais qu'Audrey, tu étais dans la Oui, task force ce matin et tu as une idée du calendrier. Et quelque oui, oui, part, pour être plus cash, à partir de quand est-ce que les patients sont en droit de s'inquiéter s'ils le et, et, respectent, hein. et voilà, s'ils le Ça va respectent, on est dépendre bien des d'accord. livraisons, comme ils disent à chaque fois. Oui, mais en Mais prenant un donc, en peu de fait, marge, à partir de quand est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter et de commencer à téléphoner à oui, droite à gauche? tout à fait. Donc, je pense que vraiment, à partir du 8 avril, ça c'est une date importante. Donc, 2 avril, ça c'est demain, les médecins généralistes sont invités à faire leur sélection dans leur logiciel et à les envoyer à la base de données des codes de vaccination. Ça, c'est une chose. La deuxième date butoir, c'est le 8 avril. Ça, on peut le dire aux patients. À partir du 8 avril, connectez-vous sur masanté.be ou marisviewer.be et vous regardez, vous vérifiez si oui ou non vous êtes dans cette liste à risque. Si vous n'êtes pas dans cette liste à risque et que vous pensez devoir l'être, eh bien là, il me semble légitime de contacter son généraliste. Et le généraliste, si jamais il se rend compte que ce patient a été oublié de ces listes de patients prioritaires, il peut l'ajouter à tout moment. Ça, c'est vraiment, je dirais, les choses importantes. Et les généralistes, ils ont, je dirais, une semaine, 10 jours pour envoyer ces listes-là. Au plus vite, au mieux, évidemment. Ça prend pas énormément de temps. Il y a des outils didactiques qui peuvent être revisionnés pour tous les logiciels, des folders, des webinaires. Ça, il faut un peu vous renseigner en fonction de votre logiciel. Par rapport aux dates, ce qu'ils ont donné ce matin comme calendrier, c'est que jusqu'au 12 avril, 100% des sélections des patients seront uniquement en fonction de l'âge. Ensuite, entre le 19 avril et le 3 mai, plus ou moins, j'ai toujours peur quand je mets des dates comme ça. Donc, entre le 19 avril et le 3 mai, ça sera 75% en fonction de l'âge et 25% en fonction de toutes ces fameuses listes que tout le monde récolte ou que tout le monde envoie. Et ensuite, au-delà du 3 mai, jusque fin mai, là, on espère que 100% des patients à risque auront eu leur première dose. Voilà, ça c'est l'objectif qui a été annoncé ce matin. Okay. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Benjamin? Oui, bah, j'insiste sur ce qu'Audrey a déjà dit. Donc, chaque logiciel a fait les mises à jour
pour le développement de ces fonctionnalités. Donc, faites les mises à jour de vos logiciels parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie de faire parfois. Et d'autre part, consultez les modes d'emploi et les aides, les tutoriels qui ont été faits par vos différents logiciels. Je sais que la plupart des logiciels ont organisé des webinaires aussi pour vous apprendre à utiliser ces fonctionnalités. Ouais. Alors moi, j'ai une toute dernière petite remarque. J'ai des patients, et vous en avez sans doute eu aussi, qui ont des facteurs de risque, mais qui ont plus de 65 ans et qui se demandent s'ils vont passer avant leur voisin qui a le même âge qu'eux, mais qui n'a pas de facteur de risque. Et notamment, il y a des familles un peu qui s'inquiètent. Donc, on confirme bien que quand on a plus de 65 ans, il n'y a plus d'histoire de facteur de risque. Tout le monde est dans le même panier et est appelé par tranche d'âge. Exact, ça c'est tout à fait juste. Parfait. Eh bien, merci. La capsule, évidemment, comme vous pouvez le constater, puisque vous avez cliqué dessus, sinon vous ne nous entendez pas, elle est disponible sur le site lecmg.be et notre chargée de communication, Hélène, va aussi mettre le PowerPoint, si jamais vous voulez profiter des liens, sur notre site www.lecmg.be. Merci et bon courage à tous, même si en ce moment, souhaiter bon courage, ça devient banal. Mais bonne chance pour vos listes et vos logiciels. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.